Le test de Turing. Alors, imaginons une machine qui possède toutes les capacités et toutes les facultés de l'esprit humain. Donc il peut calculer, il peut mémoriser, il peut sentir, il peut s'émouvoir, il peut comprendre. La machine, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, elle sera douée de conscience. Le problème, est-ce possible? Comment savoir si une machine est douée de conscience? Comment savoir si un fabricant ou un vendeur nous propose une machine qui a vraiment une conscience? Comment on pourrait savoir si c'est vrai? D'ailleurs, cela mène à la question de savoir, est-il possible qu'un ordinateur se comporte comme un humain? Alors, il y a certains points de vue, qu'on appelle opérationnalistes souvent, qui établissent qu'un ordinateur aura bientôt la capacité de penser quand il sera impossible de distinguer son comportement de celui d'un humain. Alors là, ce qui est en cause, c'est uniquement le comportement verbal de la machine, pour le test de Turing. Une machine sera considérée comme ayant des pensées si elle peut répondre à toutes les questions de la même façon que le ferait un être humain. Voilà à peu près le critère qu'élabora Alan Turing dans un article célèbre de 1950. C'était un critère pour tester la capacité d'un ordinateur à penser. Alors voici le dispositif. On place un ordinateur dans une pièce et on place un humain dans une autre pièce. Il y a une troisième personne qui interroge les deux candidats. Il va interroger l'ordinateur, il va interroger l'humain, mais bien entendu, il ne les voit pas. Et à partir du moment où elle découvre qui est l'humain, qui est la machine, alors on peut en conclure sans ambiguïté que la machine n'arrive pas à penser encore. Par contre, si la personne qui teste, qui est arbitre, qui n'arrive pas à distinguer l'homme de la machine, là, la question reste à savoir, est-ce que la machine, on peut considérer que la machine pense? Alors certains vont dire que oui, si elle passe ce test, la machine, elle pense, au même titre qu'un humain. Et puis d'autres disent que ce test ne suffit pas pour montrer qu'une machine pense. Donc si on pose une question avec un calcul compliqué, il faudra programmer l'ordinateur pour qu'il ne donne pas la réponse. L'absence de compréhension de l'ordinateur pourra être identifiée par une série de questions, dont certaines joueront sur le non-sens ou sur l'absurdité. Là, les humains sont très performants pour manipuler le non-sens, pour manipuler les absurdités ou pour déceler des sous-entendus. Alors voilà en gros en quoi consiste le test de Turing. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans notre réflexion. On va imaginer que nous sommes capables de faire des machines qui passent le test de Turing. Alors, une fois qu'elles ont passé ce test, est-on en droit ou est-on même obligé de conclure que ces machines peuvent avoir des sentiments, des pensées et des véritables compréhensions? Allons un peu plus loin, imaginons que ce soit le cas. Elles passent le test de Turing et ça signifie les machines ont une véritable compréhension au même titre que les humains. Alors, là il y a une question morale qui va se poser. Et oui, peut-on soumettre un être qui pense, qui réfléchit, qui ressent des émotions, à notre volonté, à notre bon vouloir? Est-ce que l'ordinateur est encore à notre merci? Moralement, on réprime l'esclavagisme et utiliser un être qui pense et qui a des sentiments, ce n'est pas moral. C'est aller contre sa volonté, c'est l'asservir. Alors, si une machine pense, peut-être qu'elle pourra dire qu'elle refuse d'être asservie aussi. En fait, on ne peut pas penser et en même temps accepter d'être asservi. Vous vous rendez compte que même pour vendre notre ordinateur, dans ces cas-là, ça deviendrait un problème moral. Imaginons qu'il se soit attaché à nous. Oui, on ne le vendrait pas. Et puis inversement, on devrait s'en séparer si elle ne veut plus rester avec nous. Alors, tout ça pour se demander est-ce que le test de Turing est un bon indice pour déceler la présence d'une intelligence dans un être, dans un objet, dans une machine. Comment peut-on savoir que quelqu'un possède une conscience? Alors souvent, la première chose à laquelle on pense, c'est la conversation, avec des mots ou avec des gestes. Et ça, c'est un critère important et nécessaire. Mais est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il existe d'autres critères que nous utilisons aussi dans notre considération vis-à-vis
de certains animaux par exemple. On fait souvent attention aux expressions du visage, aux mouvements du corps et aux actes que les animaux ou les êtres réalisent. Alors imaginons que l'on construise un robot simulant aussi les critères sensoriels que nous donne la vue ou l'ouïe par exemple. Imaginons qu'on puisse faire déceler les expressions du visage ou qu'on puisse faire déceler par une machine l'intonation de la voix. Alors il y aurait encore une asymétrie dans le test de Turing. L'ordinateur, il est supposé faire tout ce qu'un humain est capable de fournir en termes de réponse à des questions. Il doit imiter l'homme. Mais par contre, on n'exige pas qu'un humain fasse tout ce qu'un ordinateur est capable de réaliser. Alors est-ce qu'on teste bien la pensée? Est-ce que vraiment on teste la réalité de la conscience avec le test de Turing? Alors là, c'est une question primordiale. Est-ce que les critères de la philosophie opérationnaliste, est-ce que ces critères sont adaptés pour juger correctement de la présence ou de l'absence de qualité mentale chez un individu, chez un objet individualisé? La pensée n'est-ce pas une confrontation de plusieurs individus? Contre cette philosophie de l'identité entre machines qui passent le test de Turing et humains, contre cette philosophie, on peut objecter qu'une imitation n'est pas forcément identique à la chose réelle. Le test de Turing, il est utile pour juger des qualités mentales et de conscience d'une chose quelconque. On peut vérifier dans un corps physique la présence ou l'absence des qualités mentales, des fonctions mentales, en testant la parole, savoir si les paroles sont sensées, si la personne comprend ce qu'on dit et si elle a des sentiments. Donc penser, ça implique aussi de pouvoir ressentir des émotions. Alors que serait une preuve du contraire? Qu'est-ce que serait la preuve qu'on ne peut pas détecter les qualités mentales dans un ordinateur? Alors souvent on fait appel à l'absence d'éléments biologiques, mais ça c'est pas une preuve du contraire. L'absence de neurones n'est pas une preuve que la pensée est impossible sans neurones. Une preuve du contraire, ça consisterait à disposer d'une théorie réussie de la conscience. Ce serait une théorie physique qui puisse nous permettre de détecter la conscience chez les humains ou les autres individualités physiques. Bizarrement, l'appréciation du test de Turing dépend du développement futur de nos connaissances scientifiques et technologiques. Alors bien entendu, on peut concevoir une machine qui imite le ressenti des douleurs ou du plaisir. Il suffit de faire un programme et de lui donner des détecteurs, mais est-ce que ça suffit pour dire qu'elle ressent la douleur et le plaisir? Est-ce qu'un dispositif de détection de la douleur et du plaisir, est-ce qu'il ressent vraiment la douleur et le plaisir, comme nous on le ressent? On serait plutôt enclin à dire il détecte mais il ne ressent pas, car pour ressentir il faut un cerveau, c'est-à-dire un dispositif beaucoup plus complexe qui rende la détection du plaisir et de la douleur relative à des effets agréables ou désagréables. Alors qu'est-ce qu'il manque à une machine alors qu'elle a des dispositifs pour détecter des choses douloureuses ou des choses de plaisir? Qu'est-ce qui lui manque pour que ce soit vraiment, qu'elle donne vraiment du sens à ce qu'elle détecte et qu'elle ressente vraiment? Alors la compréhension des qualités mentales exige peut-être plus que ce que peut fournir l'intelligence artificielle généralisée. Est-ce que le perfectionnement continuel des ordinateurs suffira pour créer l'équivalent d'un esprit humain? Est-ce que des ordinateurs seront capables de créer de la connaissance, de créer des œuvres? Peut-être qu'il faudra un principe nouveau qui nous échappe encore. La question est ouverte. Les ordinateurs classiques suffisent-ils pour créer une véritable intelligence artificielle généralisée, une intelligence qui pense, qui ressente, qui comprend? Alors, je crois que David Deutsch s'est prononcé. Il croit que les ordinateurs actuels seraient suffisants pour produire de l'intelligence. Mais on n'a pas trouvé encore ce qui manque. Il n'y a pas besoin en fait de machines nouvelles ou de principes nouveaux tels que les ordinateurs quantiques. Et pourtant, lui, c'est l'un des pionniers des ordinateurs quantiques. Donc il nous manque une connaissance théorique et aussi une connaissance technologique. Donc il y a plusieurs possibilités. Premièrement, améliorer encore les capacités des ordinateurs actuels et on obtient une intelligence artificielle généralisée. Deuxièmement, trouver un algorithme qui produise la pensée. Est-ce que la pensée peut se réduire à un algorithme?
Troisièmement, trouver un principe nouveau qui s'ajoute aux algorithmes que l'on connaît déjà. Quatrièmement, construire un nouveau type d'ordinateur. Alors tout ça, ça va nous amener vers une autre expérience de pensée. C'est ce qu'on appelle la chambre chinoise de Searle. C'est encore un moyen de tester l'intelligence artificielle généralisée.